Épisode 34, Philippe Emery. Comment devient-on un leader discret dans un monde bruyant ? Philippe Emery, président d'Abbott France, n'a jamais cherché à briller sous les projecteurs. Et pourtant, il dirige aujourd'hui l'une des principales filiales d'un groupe international avec calme, engagement et une redoutable efficacité. Né dans les années 70, marqué par les souvenirs de guerre de son grand-père et les visites au musée orchestrées par sa grand-mère, Philippe grandit dans un univers où la culture, la mémoire et le travail forment un socle solide. Après des études scientifiques et un passage manqué par la voie médicale, il découvre sa vocation dans les blocs opératoires. De cette fascination pour le corps humain naîtra une carrière entièrement consacrée à la santé. Chez Abbott, où il évolue depuis plus de 20 ans, il incarne un leadership à contre-courant. Exigeant mais modeste, stratégique mais profondément humain. Dans cet épisode, il revient sur son parcours, son admiration pour Napoléon, ses années de formation sur le terrain et ce moment clé, sa nomination à la présidence d'Abbott France, à la veille de la pandémie de Covid-19. Entre anecdotes personnelles, engagement environnemental et philosophie du management, Philippe nous livre une vision lucide, engagée et apaisée du rôle de dirigeant. Une voix rare, précieuse et profondément inspirante. Bienvenue dans Mentor. Leçon 1. Être curieux dès le plus jeune âge. J'ai grandi tout au début des années 70 et je pense que cette temporalité est importante. Dans les années 70, tout était assez centralisé. Il y avait que 2 chaînes de télé. On n'avait pas forcément la télé en couleur. C'était assez simple. Quand je parle de ça avec mes enfants, c'est un peu un choc quand je leur dis qu'il n'y avait pas d'internet, pas de téléphone portable. Voilà, donc c'était une vie assez simple. Je veux dire, j'ai vécu dans la banlieue parisienne et tout de suite, ça a été dans les premières années les échos de la situation économique. On parlait à l'époque de premiers chocs pétroliers, on parlait des premières crises, de la montée du chômage qui semblait ne pas exister précédemment. Et c'est vrai que ça a eu un certain impact. C'était pour moi mes premières années de prise de conscience, d'écoute sur l'environnement dans lequel on vivait. Et ça a tout de suite eu un impact dans le sens où j'ai compris très vite que la vie n'était pas forcément simple, que c'était plus une question finalement, somme toute, de survie que de vie simple. Après, bien sûr, j'ai été façonné par ma famille, par mes parents et mes grands-parents en particulier. Donc, au niveau de ça, je pense que la valeur travail a toujours et tout de suite été quelque chose de très prenant dans mon éducation, dans mon parcours, en ayant quotidiennement la visibilité de ce que c'était que le travail intense, lourd, avec des parents qui avaient des fonctions de cadre dans différentes structures, dans différentes industries, mais avec une charge de travail assez forte. Beaucoup de dynamisme, beaucoup de déplacements. Et voilà, c'est quelque chose que j'ai gardé. En fait, on voit toute une vie, on garde souvent comme souvenir les premières expériences qu'on a pu avoir, les premières observations qu'on a pu avoir. Et puis, plus on grandit, plus ça s'amplifie. Et c'est vrai. Donc, voilà un petit peu le contexte. J'ai eu la chance d'être exposé à l'art, au musée. Ma grand-mère m'emmenait tous les mercredis visiter les musées dans Paris. C'était assez fréquent, assez régulier. Donc c'était à la fois une ouverture sur le monde, une ouverture sur l'environnement, et c'est quelque chose que j'ai gardé. J'aime bien régulièrement aller visiter une expo, un musée, dans n'importe quelle ville où je me trouve. J'arrive toujours à trouver un petit créneau pour m'évader.
pour aller regarder des choses, des choses spécifiques ou des choses fortuites, prendre le temps parfois. D'ailleurs, l'année dernière, pour célébrer la fin de l'année avec les personnes avec qui je travaille au bureau, nous avons fait une visite au Louvre en soirée avec un petit jeu de piste et quelques énigmes. Quand j'ai fêté mes 40 ans, je suis allé au Louvre avec mes enfants pour ce passage. Ouais, c'est quelque chose c'est un lieu fort. Un lieu fort et ça fait partie de moi. Ouais. Tout comme d'ailleurs le monument absolument iconique de la Tour Eiffel. Quand j'étais beaucoup plus jeune, chaque année je faisais les 3 étages de la Tour Eiffel, un peu comme une sorte de pèlerinage. Quand j'étais plus jeune, Mitterrand allait à Solutré chaque année. Philippe, il faisait la Tour Eiffel. J'ai fait ça régulièrement chaque année pendant plusieurs années. Quand j'étais jeune adulte, c'était un peu symbolique. Et je suis ravi de voir la Tour Eiffel aujourd'hui, icône mondiale représentant la France. Et j'ai cité d'ailleurs sur une scène ensemble, en cas, j'ai cité la Tour Eiffel et l'impact de l'innovation en 1872, je crois. Où les Parisiens s'inquiétaient de ce projet, où il y avait beaucoup de détracteurs qui disaient que ça allait défigurer le ciel de Paris et faire peur aux Parisiens. Donc voilà, c'est une histoire, tu vois. J'ai cité la Tour Eiffel, sachant que c'est un monument que j'allais visiter régulièrement chaque année quand j'étais jeune. Ouais. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'activités, de voyager. Ma grand-mère jouait au piano, je l'écoutais jouer au piano très régulièrement. Elle lisait beaucoup, elle partageait ses lectures. Elle était membre d'associations caritatives et elle donnait beaucoup de son temps pour les autres. Mon grand-père, lui, c'était plus le côté un peu politique, le côté animation aussi dans des associations d'anciens combattants, par exemple, où ils se réunissaient pour se remémorer leurs souvenirs, se remémorer et essayer d'absorber le choc psychologique de la guerre qu'ils ont traversée, la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, il n'y avait pas vraiment d'encadrement psychologique. Et c'est vrai que mon grand-père a été très marqué par ça. Il en parlait très régulièrement de toutes les horreurs qu'il a pu voir et vivre. Et comme il n'y avait pas de soutien psychologique, en fait, ces associations, ça permettait de parler. Et il en parlait régulièrement. Il était membre actif et c'était quelque chose pour lui qui était quasiment vital. Et puis, c'était tous ses copains et chacun avait des professions et des activités différentes. Ils se réunissaient, ils se comparaient, ils mettaient ça en commun. Certains avaient extrêmement bien réussi, très très bien réussi, et ils faisaient bénéficier aux autres de leur réussite en offrant des cadeaux, en les invitant dans des lieux un peu incroyables, comme à la Chambre des députés ou comme dans un ministère. Et c'est vrai que mon grand-père a été très intéressant dans ses prises de risques. Par exemple, il avait été invité par le ministre Charles Hernu sur la commémoration du bicentenaire des États-Unis, avec à l'époque Ronald Reagan. Et pour ses 80 ans, il a pris le train Gare du Nord, direction Moscou, puis il a pris le transsibérien pour aller à Pékin. Donc faire ça tout seul à 80 ans, prendre une petite valise et prendre un train, c'est quand même quelque chose d'assez marquant. C'est quelque chose qui m'a profondément marqué. Il a voyagé pendant 4 semaines. Et finalement, il est rentré en avion de Pékin parce que c'était trop fatigant de rentrer en train. Mais ouais, c'est pour moi quelque chose d'assez marquant. Ouais.
première rencontre qui m'a beaucoup marqué, qui m'a façonné, ça a été ma professeure de français quand j'étais en première dans un lycée à Paris, dans le 13e arrondissement. Tout simplement parce que c'était une femme d'une grande simplicité, d'une culture phénoménale, qui prenait la parole, qui arrivait en cours avec un carton de livres et elle exposait ses livres sur le tableau noir, devant le tableau noir. Les élèves pouvaient prendre les livres et les ramener quand ils voulaient. Et puis surtout, elle démarrait son cours avec une histoire toute simple, reliée à un texte, reliée à un auteur. Et elle parlait pendant 1 heure et tout le monde était bouche bée parce que c'était beaucoup de simplicité, beaucoup d'exactitude, avec un sens du mot. Et elle était passionnante. Elle parlait du texte, elle parlait de son auteur, elle parlait de pourquoi l'auteur avait écrit ce texte, avait utilisé tel mot, et elle raccrochait ça à sa cause, à sa vie. C'était passionnant, et donc ça a été une rencontre majeure. J'ai énormément appris avec cette dame. J'ai appris, elle m'a montré ce que c'était que le monde. Elle m'a montré aussi, elle m'a montré que quand tu avais un objet devant toi, tu n'avais qu'une façade, et que cet objet avait des façades latérales et des façades arrière. Et ça paraît assez simple quand je dis ça aujourd'hui, mais quand on a 15 ans et quand on découvre la vie, avoir une personne qui explique ça et qui montre que dans chaque problème, sur chaque problématique, il y a toujours une version et une contre-version. Il y a toujours une vérité et une contre-vérité. Ça façonne une vision, ça construit une vision. Après, il y a un personnage que j'ai un peu rencontré fortuitement, un peu par hasard, et qui m'a complètement fasciné. C'est tout simplement Napoléon Bonaparte. Personnage absolument mythique, personnage qui a donné lieu à des centaines de livres. Et c'est vrai que je me suis plongé dans pas mal de bouquins pour essayer de comprendre. Et ce que j'ai toujours essayé de rechercher, j'étais pas tellement intéressé sur le côté politique, j'étais intéressé sur l'homme. Comment un homme sorti d'un petit village de Corse a réussi à conquérir toute l'Europe et surtout à travailler sur une France qui sortait de la Révolution, tout en essayant de structurer et de redonner un certain sens. Et j'ai trouvé ça absolument, c'est un destin absolument incroyable. Et donc j'ai essayé de m'intéresser un peu à qui est cet homme, et très schématiquement, quand on regarde son profil, alors on va appeler ça son profil de management, et vous trouvez des bouquins sur le management de Napoléon Bonaparte. C'est quelqu'un qui était extrêmement, qui avait un sens de la délégation. Il avait une vision générale très fine, et il avait un grand sens de la délégation. Alors il pratiquait un peu le micromanagement, mais il savait extrêmement bien à qui déléguer. Il était très structuré pour savoir à qui déléguer cette tâche, pour quelles raisons, et tout ça c'était dans une structure très très bien établie. Et il gardait une vision générale extrêmement fine. L'autre caractéristique, donc ça c'est la première caractéristique, la délégation. La deuxième, la délégation structurée. La deuxième caractéristique, c'est sa proximité en fait avec tous ses collaborateurs, et en particulier avec les soldats. C'était quelqu'un qui leadait par l'exemple. Tout le monde a la connaissance de la bataille du pont d'Arcole, 1 contre 10, et c'était lui qui était en première ligne pour montrer l'exemple, pour donner l'énergie. Et puis, il avait le sens de la récompense. C'est quelqu'un qui savait extrêmement bien, donc qui était très exigeant. Il y avait un niveau de travail élevé, et c'est quelqu'un qui savait récompenser en fait ses collaborateurs quand il y avait le travail accompli. Et le troisième point, c'est sa capacité, son agilité psychologique.
C'est quelqu'un qui avait une force de travail incroyable et qui était capable de passer d'un sujet à l'autre de manière instantanée avec beaucoup de clarté. Donc quelqu'un qui était solide dans sa façon de structurer les sujets et, euh, et qui pouvait passer d'un sujet à l'autre de manière instantanée avec une grande lucidité. Voilà ce que je peux retenir et je trouve ça absolument fascinant. Et toutes ces valeurs, c'est pour moi les bases de quelqu'un qui est un très bon leader. À suivre.